Pourquoi se fait-il que les carottes échouent même entre les mains de jardiniers chevronnés qui travaillent le sol depuis des décennies? C'est une question qui frustre discrètement tant d'entre nous. Vous ameublissez la terre, vous l'enrichissez, vous arrosez fidèlement et vous attendez patiemment. Pourtant, la récolte que vous arrachez du sol est souvent une déception. Vous trouvez des racines tordues, des collets fendus, des pointes fourchues et des carottes si petites et tordues que vous hésitez presque à les appeler des carottes. Pour de nombreux jardiniers âgés, cette frustration est encore plus profonde parce que vous connaissez la terre. Vous l'avez travaillée toute votre vie, et pourtant, les résultats ne reflètent jamais tout à fait les soins que vous y avez apportés. Si vous avez déjà regardé un seau de carottes difforme en vous demandant si vous aviez fait quelque chose de mal pendant toutes ces années, vous êtes loin d'être seul. C'est l'une des préoccupations les plus courantes dont les seniors me font part par écrit. Ils disent que le sol est bon, qu'ils ont ajouté du compost et qu'ils ont fait tout ce que le sachet de graines préconisait. Alors, pourquoi leurs carottes échouent-elles encore? Cette confusion persistante, combinée au désir de réussir enfin ces carottes, est exactement la raison pour laquelle le sujet d'aujourd'hui a attiré autant d'attention. Vous l'avez peut-être remarqué aussi, une histoire qui circule dans les groupes de jardinage et les vidéos, présentées comme un trésor longtemps égaré. Il s'agit d'une soi-disant méthode romaine antique, promettant des carottes géantes et impeccables cultivées presque sans effort. La méthode implique une tranchée profonde, du sable déposé au fond et des graines placées bien en dessous du sol, le tout enveloppé dans la mystique de la sagesse ancienne. Pour beaucoup de jardiniers, l'idée est irrésistible. Après tout, qui ne voudrait pas d'une astuce simple qui règle un problème de toute une vie? Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Quand j'ai passé des semaines à traquer les origines de cette affirmation, en plongeant dans de vieux textes agricoles, en explorant les preuves archéologiques et en comparant le tout avec la science végétale moderne, ce que j'ai trouvé a fait bien plus que remettre en question l'histoire. Cela a remodelé ma compréhension de ce dont les carottes ont réellement besoin. Si vous avez cherché la percée qui offre enfin les carottes longues, droites et abondantes dont vous avez toujours rêvé, ce que j'ai découvert pourrait vous surprendre autant que cela m'a surpris. Dans les instants qui suivent, nous explorerons ce que le mythe contient d'erroné, ce qu'il saisit accidentellement de vrai est le seul facteur négligé qui détermine plus votre récolte de carottes que n'importe quelle méthode antique ne le pourrait. La vérité est que ce que j'ai découvert après des semaines de recherche m'a surpris, même moi. Alors, plutôt que d'accepter cette méthode aux sonorités romaines, au pied de la lettre, ou de la rejeter d'emblée, adoptons l'approche la plus sage. Faisons une pause un instant, comme le font les jardiniers expérimentés. Respirons, prenons du recul, et laissons la curiosité nous guider. Avant d'accepter ou de rejeter quoi que ce soit, ralentissons et examinons l'histoire elle-même. Avant de plonger dans la science et l'histoire, examinons de plus près le récit qui a captivé l'imagination de tant de jardiniers. Cette soi-disant méthode romaine perdue ne s'est pas propagée par accident. Elle s'est répandue parce que, en surface, elle semble magnifiquement simple et merveilleusement plausible. Selon l'affirmation, les Romains auraient mis au point une manière spéciale de cultiver les carottes qui leur permettait de récolter des racines longues, droites et parfaites, même dans un sol pauvre et fatigué. La méthode commence par une tranchée. Pas un simple sillon peu profond, mais un canal profond creusé à 30 ou 40 cm dans la terre. Tout au fond de cette tranchée, on ajoute une couche de sable grossier, servant de lit de drainage pour garder la racine en développement propre et sans obstacle. C'est seulement à ce moment-là, selon l'histoire, que les graines de carottes sont placées délicatement au point le plus profond, presque comme si on les bordait dans un berceau caché sous le sol. À mesure que les plantes poussent,
Le jardinier est censé remplir progressivement la tranchée, laissant le sol qui monte guider la carotte vers le bas en une ligne parfaitement droite. Décrite de cette façon, elle brosse un tableau convaincant. On peut presque l'imaginer, des carottes s'étirant longues et impeccables, lisses comme une cheville, tournées autour, poussant sans effort même dans une argile tenace ou un sol rocailleux. Pour quiconque s'est battu année après année contre des carottes tordues, fourchues ou atrophiées, l'idée ressemble à une révélation, un secret oublié ou une pièce manquante du puzzle. Elle porte également ce charme familier qui accompagne souvent tout ce qui est étiqueté antique. Beaucoup d'entre nous ont grandi en croyant que les gens du passé, avec moins d'outils et aucun engrais moderne, devaient connaître des techniques puissantes que nous avons en quelque sorte perdues. Il y a un certain confort à croire que les connaissances et la sagesse ancienne transmise à travers les générations peuvent détenir les solutions que nous recherchions. D'une certaine manière, cette croyance honore nos propres expériences en tant que jardiniers âgés. Nous comprenons de première main que des méthodes simples, apprises patiemment et appliquées avec constance, surpassent souvent la dernière tendance à la mode. Il n'est donc pas étonnant que cette histoire ait trouvé un terrain fertile. C'est une technique qui promet de meilleurs résultats avec moins d'efforts, enveloppée dans le prestige de l'ingéniosité romaine et fondée sur l'idée que la nature répond mieux à une simplicité réfléchie. C'est exactement le genre de méthode auquel les gens veulent croire. Mais plus j'examinais cette légende, plus une certaine question me taraudait l'esprit. Les pièces ne s'emboîtaient pas tout à fait. Certains détails semblaient trop commodes. Plus je creusais, plus je commençais à réaliser qu'il y avait un problème ici. Un problème de taille dont presque personne ne parle. Pour comprendre si cette soi-disant méthode a pu exister, nous devons sortir un instant du jardin pour entrer dans l'histoire. C'est là que le récit commence à basculer d'une manière que la plupart des gens n'attendent pas. Quand on retrace l'origine de la carotte, pas le mythe ou le folklore du jardin, mais la plante elle-même, les faits racontent une histoire très différente de celle que l'Internet adore répéter. En 2023, une équipe de chercheurs de l'Université du Wisconsin-Madison et de l'Université d'État de Caroline du Nord a publié l'une des études génomiques les plus détaillées jamais réalisées sur les carottes domestiquées. Leurs travaux, parus dans la revue Nature Plants, ont cartographié l'histoire évolutive et agricole de la carotte, et leurs conclusions ont été étonnantes. Selon leur analyse, les premières carottes domestiquées, celles cultivées intentionnellement pour l'alimentation, ne sont apparues qu'au IXe ou Xe siècle après Jésus-Christ. Cela s'est produit non pas en Europe ou à Rome, mais à des milliers de kilomètres de là, dans les régions que nous appelons aujourd'hui l'Afghanistan et l'Iran. Prenez un moment pour y réfléchir, car si vous vous souvenez de votre histoire, un événement très important s'est produit bien avant cela. L'Empire romain d'Occident s'est effondré en l'an 476. Cela signifie que la carotte domestiquée est apparue environ 8 à 9 siècles après que Rome a disparu de la scène mondiale. 800 ans, c'est presque un millénaire. Pour le dire simplement, affirmer que les Romains avaient une méthode spécialisée pour cultiver les carottes revient à dire que les Vikings possédaient une technique secrète pour cultiver les tomates. Les chronologies ne se recoupent tout simplement pas. Maintenant, pour être juste, les Romains connaissaient une plante que nous pourrions confondre avec une carotte. Ils connaissaient le Daucus carota, la carotte sauvage, parfois appelée dentelle, de la reine Anne. Mais cette racine était fine, ligneuse, fibreuse et souvent assez amère. Elle était davantage appréciée comme plante médicinale que comme culture culinaire. Vous ne l'auriez pas servie rôtie au beurre, et vous n'auriez certainement pas compté sur elle comme légume de base. Ce n'était jamais la carotte orange, charnue et sucrée que nous imaginons aujourd'hui. En fait, cette carotte orange est une invention relativement récente. Les premières carottes cultivées
apparue des siècles après la chute de Rome, était violette et jaune. La carotte orange que nous achetons dans les supermarchés et que nous arrachons de nos jardins n'est apparue qu'à la Renaissance, et elle n'a pas été découverte par accident. Elle a été créée. Les horticulteurs néerlandais du XVIIe siècle ont sélectionné ces racines pour obtenir la variété orange, longue et juteuse que nous considérons aujourd'hui comme normale. Avant cela, la carotte telle que nous la connaissons n'existait tout simplement pas. C'est ici que le cœur du sujet devient magnifiquement clair. Les Romains ne pouvaient pas avoir de méthode secrète pour une culture qui n'avait pas encore été développée. Ils ne pouvaient pas plus cultiver des carottes modernes qu'ils ne pouvaient piloter des avions ou utiliser l'électricité. La plante n'était pas là pour qu'ils puissent la cultiver. Nous arrivons ainsi à notre premier véritable tournant, le moment où le mythe et les preuves se séparent enfin. La vérité est simple, élégante et étonnamment libératrice. Les Romains ne pouvaient pas avoir de méthode secrète pour une culture qui n'existait pas. Maintenant que nous comprenons la chronologie historique, la question suivante qui se pose naturellement est celle-ci. Même si les Romains n'ont pas cultivé nos carottes modernes, auraient-ils pu développer une méthode qui a, d'une manière ou d'une autre, inspiré l'histoire que nous entendons aujourd'hui? Pour répondre à cela, nous devons nous pencher non pas sur des suppositions, mais sur les mots écrits que les Romains eux-mêmes ont laissés derrière eux. Heureusement pour nous, les Romains étaient d'extraordinaires archivistes. Ils ont documenté leur monde avec un niveau de détail qui étonne encore les historiens aujourd'hui. L'une des voix les plus importantes de cette époque est celle de Pline l'Ancien, qui a écrit une encyclopédie massive connue sous le nom d'Histoire naturelle. Elle tentait de tout répertorier: les plantes, les animaux, la médecine, l'agriculture et les mécanismes du monde naturel. Il y avait aussi Columelle, dont l'ouvrage De Re Rustica est peut-être le manuel agricole le plus complet de l'Antiquité. Nous disposons également des écrits de Caton l'Ancien et de Varron, qui décrivaient des systèmes agricoles pratiques, des outils et la gestion des champs. Ensemble, ces auteurs offrent l'une des fenêtres les plus claires sur ce à quoi ressemblait réellement l'agriculture romaine. Je suis donc retourné vers ces textes, lentement, page après page. J'ai cherché tout ce qui ressemblait à une technique de tranchée, tout ce qui ressemblait à des instructions modernes sur les carottes, ou tout ce qui aurait pu être mal interprété à travers les siècles. Un passage de Pline est souvent cité comme preuve. Il écrivait sur la valeur d'un bêchage profond du sol, ce qui ressemble à première vue à un indice. Mais en lisant l'intégralité du contexte, on s'aperçoit qu'il ne décrivait pas du tout une technique spécialisée pour une racine. Il parlait de la préparation générale du sol, un principe qui s'applique aux vignobles, aux vergers, aux céréales et à bien d'autres plantes. C'était un conseil agricole général, pas une astuce secrète. Il existe un autre problème subtil qui se perd souvent dans la traduction. Les Romains utilisaient des mots identiques ou similaires pour décrire carota et pastinaca, que nous traitons aujourd'hui comme deux légumes distincts, les carottes et les panais. Mais dans le monde romain, ces distinctions étaient floues. Les mots se chevauchaient et les plantes étaient confondues. Ainsi, lorsqu'un auteur ancien mentionnait un panais, cela ne correspondait pas forcément aux légumes que nous connaissons aujourd'hui. C'est ainsi que naissent les malentendus, à travers un langage qui évolue sur des siècles. Une fois que l'on comprend ces deux facteurs, la nature générale des conseils et le chevauchement linguistique, il devient clair que rien dans ces textes ne décrit quoi que ce soit qui ressemble à une tranchée profonde, un canal tapissé de sable ou des graines plantées au fond d'un long puits de terre. Aucun des grands auteurs agricoles romains ne mentionne une tranchée de 30 ou 40 cm pour une quelconque culture de racines, et encore moins pour une plante de type carotte. Ce que nous trouvons de plus proche, ce sont des instructions pour améliorer le drainage, préparer les sols lourds
et cultiver des cultures comme les asperges ou la vigne qui ne se comportent pas du tout comme les carottes. Pour être honnête, il est toujours possible que des connaissances pratiques aient existé chez les agriculteurs ordinaires et se soient transmises de voisin en voisin sans jamais être écrites. Tout n'était pas consigné sur parchemin. De nombreuses techniques vivaient dans les mains et les souvenirs des gens simples. Mais même si nous admettons cette possibilité, le défi demeure. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve, ni document, ni archéologie, ni reste de graines, suggérant qu'une telle méthode de tranchée existait pour les carottes dans le monde romain. Cela nous laisse avec une question intrigante. Si l'histoire n'est pas soutenue par les faits, pourquoi la méthode semble-t-elle presque correcte? Lorsque l'histoire écrite commence à montrer ses limites, il existe un autre endroit où chercher des réponses, sous la terre elle-même. L'archéologie a une façon de percer les mythes et les souvenirs parce qu'elle capture la vie exactement telle qu'elle était, et non telle que les générations suivantes l'ont imaginée. Dans le cas de l'agriculture romaine, il n'y a peut-être pas de meilleure capsule temporelle que Pompéi et Herculanum. Les deux villes ont été figées en un instant unique en l'an 79 après Jésus-Christ, lorsque le mont Vésuve est entré en éruption et a tout enseveli sous des couches de cendres. Les maisons, les marchés, les cuisines et les jardins ont tous été préservés avec un niveau de détail stupéfiant. Pour les archéologues, c'est comme si le temps s'était simplement arrêté, nous permettant de parcourir les rythmes quotidiens de la vie romaine, exactement tels qu'ils étaient. Ce qu'ils ont trouvé raconte une histoire bien plus honnête que n'importe quelle légende. Des chercheurs étudiant les restes végétaux de Pompéi et d'Herculanum ont catalogué 24 espèces cultivées distinctes. Celles-ci comprennent le blé, le millet, l'orge, les fèves, les lentilles, les pois chiches, les oignons, l'ail, les figues, les olives, les raisins, les dattes, les poires et les pommes, des aliments dont nous savons qu'ils étaient au cœur du régime alimentaire romain. La liste est longue, diversifiée et remarquablement bien documentée par des graines, du pollen, des restes calcinés et des plants de jardin. Pourtant, dans toute cette collection, une chose brille par son absence. Il n'y a aucun signe de carotte, ni de carotte moderne, ni de carotte cultivée précoce, ni même du genre de racine primitive qui suggérerait une tentative de domestication. Rien. Les chiffres rendent cela encore plus frappant. Une chercheuse nommée Wilhelmina Jachemski a méticuleusement documenté 646 jardins romains à Pompéi et dans les environs. Il ne s'agissait pas de descriptions abstraites. C'étaient des espaces réels, des cours, des parcelles de villas, des jardins potagers et des rangées de vergers, où les gens cultivaient les aliments dont ils dépendaient chaque jour. Sur l'ensemble des 646 jardins, pas un seul n'apporte la preuve de la culture de carottes. Aucune empreinte dans le sol, aucune graine résiduelle, aucune trace de pollen, rien. À première vue, cela pourrait paraître surprenant. Après tout, si les Romains avaient vraiment une méthode spéciale de culture des carottes, ne devrions-nous pas trouver une trace de cette culture quelque part dans leur paysage agricole préservé? Mais l'absence elle-même est la réponse. L'archéologie ne peut pas vous montrer quelque chose qui n'existait pas encore. Et la carotte domestiquée ne faisait tout simplement pas partie de la vie romaine culturellement, botaniquement ou agriculturalement. C'est ici que le mythe se heurte au mur de la réalité physique. Le sol se souvient de ce que les gens cultivaient, et il se souvient aussi de ce qu'ils ne cultivaient pas. Nous atteignons donc le deuxième tournant majeur de ce voyage, le moment où les pièces s'emboîtent enfin avec une clarté indéniable. Tous les documents, tous les restes végétaux et toutes les découvertes archéologiques pointent vers la même conclusion. La carotte n'a pas été perdue, elle n'avait pas encore été inventée. Maintenant que nous avons épluché les couches du mythe et de l'histoire, il est temps de passer de ce qui est faux à ce qui est absolument vrai. C'est ici que la science moderne du jardinage
nous apporte quelque chose de bien plus pratique et gratifiant que n'importe quelle légende antique. Sous le malentendu des tranchées romaines se cache une confusion bien plus profonde qui affecte d'innombrables jardiniers à chaque saison. La confusion entre la profondeur à laquelle vous plantez vos graines et la profondeur à laquelle vous préparez votre sol. Ces deux idées se ressemblent, mais elles ne pourraient pas être plus différentes. Et lorsque les jardiniers les mélangent, les résultats peuvent être désastreux pour les carottes. Commençons par la graine elle-même. Une graine de carotte est minuscule, presque légère comme une plume, et elle ne transporte qu'une petite réserve d'énergie. Cela signifie qu'elle ne peut traverser qu'une très fine couche de sol avant d'épuiser ses forces. C'est pourquoi toutes les autorités horticoles crédibles, UC Davis, l'Université Cornell, la Royal Horticultural Society et l'Utah State Extension s'accordent sur la même directive. Les graines de carottes ne doivent pas être plantées à plus d'un demi-centimètre, 1 centimètre tout au plus. Au-delà, la plantule n'arrive tout simplement pas à la surface. Elle meurt dans l'obscurité bien avant d'avoir eu la chance de pousser. Ainsi, quand on entend parler de plantation de graines au fond d'une tranchée de 30 ou 40 centimètres, on voit déjà pourquoi l'idée s'effondre. Ce n'est pas seulement historiquement impossible, c'est biologiquement impossible. Une graine de carotte ne peut pas gravir une montagne de terre. Mais cela nous amène à la partie de l'histoire qui repose sur une vérité. Et cela explique pourquoi le mythe semble si séduisant. Si les graines de carottes doivent être plantées en surface, le sol en dessous doit absolument être travaillé en profondeur. C'est là que des décennies de recherche agricole s'alignent parfaitement avec les instincts que de nombreux jardiniers expérimentés ont développés avec l'usage. Les carottes sont des cultures à racines pivotantes, ce qui signifie qu'elles poussent en envoyant une racine unique vers le bas à la recherche d'espace, d'humidité et de souplesse. Lorsque le sol sous la graine est compacté, rocailleux ou rempli d'obstacles, la carotte réagit en se tordant, en se ramifiant ou en se fendant. Mais quand le sol est meuble et sans résistance sur plusieurs dizaines de centimètres, la carotte profite pleinement de cette liberté. Les études modernes testant différentes profondeurs de travail du sol l'ont clairement démontré. Lorsque le sol est ameubli jusqu'à au moins 20 centimètres, sans nécessairement être retourné de façon agressive, la longueur, le diamètre et le poids total de la racine augmentent de manière significative. Dans certains essais, les carottes ont atteint près de 18 cm de long, avec une excellente uniformité, lorsque le sol sous elles avait été correctement préparé. Ces résultats ne proviennent pas d'une sagesse ancienne. Ils sont issus d'essais rigoureux, de mesures et de la physiologie végétale. Ainsi, bien que le mythe ait emprunté l'idée de profondeur, il l'a empruntée au mauvais endroit. Il a imaginé une plantation profonde alors que le véritable bénéfice vient d'une préparation profonde. Il y a quelque chose de merveilleusement logique là-dedans. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'une tranchée, de couches de sable ou d'un rituel complexe. Vous avez simplement besoin d'un lit de terre qui invite la carotte à descendre au lieu de la combattre. C'est le cœur de cette section. Le secret pour faire pousser de belles carottes bien droites n'est pas caché dans la Rome antique. Il est juste sous vos pieds, dans la structure du sol que vous préparez et le soin que vous apportez à ces premiers centimètres. Ce n'est pas de la mythologie, c'est le meilleur du jardinage moderne basé sur des preuves, et il n'a pas besoin de porter les habits de l'Antiquité pour avoir de la valeur. Il tient debout, tout seul. Jusqu'à présent, nous avons découvert pourquoi l'histoire romaine ne tient pas la route et clarifié la réelle différence entre profondeur de semis et profondeur du sol. Mais nous entrons maintenant dans l'une des découvertes les plus importantes de la science des carottes, quelque chose qui a véritablement surpris même les cultivateurs chevronnés et que tout jardinier senior devrait savoir. Une fois que vous avez compris cela, toute votre approche de la culture des carottes commence à changer.
C'est l'un de ces rares moments de déclic qui transforment non seulement votre façon de jardiner, mais aussi votre façon de penser le jardinage. Un maître jardinier de San Diego, nommé Charles Ledger Wood, a fait une observation qui a depuis été reprise par les horticulteurs et les chercheurs de tout le pays. C'est simple, presque choquant, et pourtant cela explique pourquoi tant de jardiniers luttent avec des carottes fourchues, tordues ou de forme étrange, année après année. Selon Ledgerwood, la forme d'une carotte mature, sa rectitude, sa finesse, sa longueur, se détermine de façon incroyablement précoce dans la vie de la plante. En fait, cela se joue quand la racine n'est pas plus épaisse qu'un fil à coudre. Cela arrive dans les 21 premiers jours. Réfléchissez-y un instant. Tout ce qui frustre les jardiniers plus tard dans la saison, les courbures, les ramifications, les contours maladroits, n'a presque rien à voir avec ce qui se passe durant les mois qui suivent. Tout est décidé pendant les 3 premières semaines, calme et presque invisible, lorsque la racine de la carotte n'est rien d'autre qu'un fragile pivot explorant le sol. Si la racine rencontre une résistance à ce moment-là, son destin change. Si elle rencontre un caillou, elle se fend. Si elle heurte une poche d'argile compactée, elle dévie. Si le sol est inondé ou chauffe trop, la pointe est endommagée et la plante compense en se ramifiant. Une fois que ce chemin précoce est tracé, la carotte le suivra pour le reste de sa vie. Vous ne pourrez pas corriger cela plus tard en ajoutant du compost ou en ajustant l'arrosage. Les fondations ont déjà été posées. Quand on comprend cela, les causes deviennent soudainement claires. Un caillou caché sous la surface, une vieille racine de la récolte de l'an dernier ou une zone de sol pas assez ameublée peuvent provoquer une bifurcation. Un excès d'azote, surtout pendant la germination, encourage la formation de racines latérales et la déformation. Des températures supérieures à 28 degrés Celsius durant la première semaine peuvent stresser le jeune pivot, et une eau stagnante pendant plus de 12 heures peut endommager l'extrémité de la racine, la forçant à pousser de travers ou à produire plusieurs fourches. Ce ne sont pas des possibilités abstraites, ce sont les raisons les plus courantes pour lesquelles les jardiniers, en particulier les jardiniers âgés travaillant des sols cultivés depuis longtemps, voient défiler des récoltes décevantes. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez arrosé, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fertilisé correctement, et ce n'est même pas parce que vous n'aviez pas la bonne variété. C'est presque toujours parce que quelque chose a mal tourné durant ces premières semaines silencieuses sous terre. Ainsi, une nouvelle philosophie émerge, qui semble merveilleusement alignée avec la sagesse que notre public a acquise au fil des années. Faire pousser de bonnes carottes ne consiste pas à en faire plus. Il ne s'agit pas de nourrir, de booster ou de bricoler sans fin. Il s'agit de ne pas nuire à la plante au moment où elle est la plus vulnérable. Cela signifie préparer le sol avant même de déposer une graine, puis résister à l'envie d'intervenir une fois la graine en place. Cela signifie arroser doucement, en gardant la surface humide sans la noyer. Cela signifie éviter les apports riches en azote au début. Cela signifie faire confiance à la carotte pour faire ce pourquoi elle a évolué, tant que nous créons les conditions qui lui permettent de pousser sans être déviée de sa trajectoire. À bien des égards, cela reflète nos propres parcours, les bases que nous construisons tôt, que ce soit dans la vie, dans les habitudes ou dans le sol, façonnent les résultats qui viendront plus tard. Quand nous respectons cette vérité, le jardinage devient non seulement un acte de culture, mais un acte de compréhension. Les 3 premières semaines décident de tout. À présent, nous avons dépouillé les couches de mythes et découvert ce que les Romains savaient et ne savaient pas réellement sur les carottes. Pourtant, une question subsiste et mérite une réponse honnête. Si l'histoire de la tranchée romaine est historiquement impossible et biologiquement erronée, alors pourquoi semble-t-elle si crédible? Et pourquoi tant de jardiniers jurent-ils que l'ajout de sable
ou l'ameublissement profond du sol a transformé leur récolte? La réponse est simple, pratique et magnifiquement ancrée dans la science réelle du jardinage. Elle n'a rien à voir avec la Rome antique et tout à voir avec le comportement du sol. Les carottes, par essence, sont des exploratrices. Leurs longs pivots sont conçus pour descendre librement, cherchant des passages dégagés à travers la terre. Mais le sol n'est pas toujours coopératif. Dans de nombreux jardins, en particulier les jardins anciens soignés depuis des décennies, le sol devient compacté, lourd ou irrégulier. L'argile se resserre, la matière organique se décompose de façon inégale et le passage répété crée des couches denses. Sous terre, tout cela ressemble à un labyrinthe à travers lequel la carotte doit lutter plutôt que de glisser. C'est là que le sable gagne sa juste place, non pas dans le cadre d'un rituel antique, mais comme un outil de la physique des sols. Le sable grossier améliore le drainage, allège les sols lourds et empêche les fines particules d'argile de se souder entre elles. Lorsqu'il est mélangé correctement avec du compost et de la terre de jardin tamisée, il crée une texture que les carottes adorent absolument. Douce, aérée et indulgente. Les jardiniers qui incorporent du sable ne répètent pas accidentellement une tradition romaine. Ils répondent, sciemment ou non, aux besoins physiques de la plante. Quand ils le font bien, les résultats semblent presque s'obtenir sans effort. Le mélange sur lequel s'appuient de nombreux cultivateurs prospères est remarquablement simple. Une part de sable grossier, une part de compost bien mûr et une part de terre locale tamisée. Mélangez tout cela et vous créez un milieu de culture qui donne à la carotte tout ce qu'elle demande pour son voyage vers le bas. Le sable assure un bon drainage, le compost fournit des nutriments doux sans agresser le jeune pivot, et la terre tamisée offre une structure sans obstacle. Ce n'est pas de la mythologie, c'est de la mécanique, c'est le comportement des particules, le sable glissant entre l'argile, le compost ouvrant des poches d'air et les grains de terre se réorganisant en un réseau plus lâche. Lorsque le sol devient assez léger pour s'écarter facilement, la carotte pousse comme elle le doit, longue, lisse et propre. La beauté de ce mélange est qu'il n'a pas besoin de tranchées, de rituels ou d'étapes compliquées. Il ne nécessite pas de fertilisation ou de surveillance constante. Il demande simplement de préparer le bon environnement une seule fois, avant le semis. Après cela, la plante prend le relais, guidée par sa propre biologie. C'est peut-être pour cela que le mythe perdure. Sous les couches du récit, il y a une part de vérité. Les carottes réussissent mieux quand le sol sous elles est aéré et homogène. Le mythe attribue cela aux Romains, mais la véritable explication appartient à la physique et à la science végétale. Le jardinage devient facile, non pas grâce à des secrets anciens, mais parce que le sol fait le travail pour vous quand vous préparez le terrain convenablement. La carotte répond avec grâce et vigueur, s'enfonçant sans hésitation ni lutte. Pour de nombreux jardiniers seniors, cette approche est non seulement efficace, mais elle est plus douce pour votre corps, demandant moins de bêchage, moins de corrections ultérieures et beaucoup moins de déception au moment de la récolte. Ainsi, le mythe voit juste sur un point. Le chemin vers des carottes parfaites est vraiment plus simple que la plupart des gens ne le pensent. Il ne nécessite pas de tranchée romaine. Il nécessite de comprendre le sol entre vos mains et de donner à la plante ce dont elle a toujours eu besoin depuis le début. Maintenant que nous avons démêlé le mythe de la science et découvert ce dont les carottes ont réellement besoin, il est temps de rassembler tout cela en une méthode réalisable, fiable et douce pour le corps. Quelque chose de parfaitement adapté aux jardiniers chevronnés qui apprécient à la fois la simplicité et la réussite. En fin de compte, le jardinage ne devrait pas ressembler à un casse-tête ou à une bataille. Il devrait ressembler à une conversation avec le sol, où chaque étape a un but et chaque action est portée par une intention sereine. Cette méthode est construite sur cette philosophie. Elle n'est pas compliquée.
Elle ne nécessite pas de creusage extrême, de bacs surélevés immenses ou de systèmes de tranchées élaborés. Au lieu de cela, elle se concentre sur la création des bonnes conditions dès le départ pour que la plante puisse s'épanouir avec une intervention minimale. Une fois que vous aurez expérimenté l'efficacité de cette approche, vous vous demanderez peut-être pourquoi la culture de la carotte a pu paraître difficile. Nous commençons par la base. Le sol. Les carottes ont besoin d'un sol profond, meuble et sans obstacle. Vous n'avez pas besoin de retourner la terre de manière agressive, mais vous voulez ameublir le sol jusqu'à une profondeur d'au moins 20 à 30 cm. Travaillez lentement et doucement, en laissant les mottes se briser naturellement. Retirez les cailloux, les vieilles racines et les zones compactées. Le but n'est pas la perfection, mais le passage. Vous dégagez une piste lisse pour que le pivot glisse vers le bas sans interruption. Une fois le lit préparé, l'étape suivante est d'une simplicité merveilleuse. Semez les graines en surface. Les graines de carottes ne doivent jamais être enterrées profondément. Une très légère couverture de terre, environ un demi-centimètre, est tout ce dont elles ont besoin. Ce placement peu profond garantit que les fragiles plantules pourront atteindre la surface avec la petite réserve d'énergie qu'elles possèdent. Voyez cela comme l'aide apportée à une minuscule pousse pour s'élever et saluer le soleil, sans lui demander de traverser une montagne de terre. Les premières semaines sont celles où votre attention bienveillante compte le plus. Les carottes ont soif d'une humidité constante en surface pendant la germination. Une croûte sèche peut devenir une barrière aussi difficile qu'une pierre. Un arrosage léger et fréquent maintient la couche supérieure souple et accueillante. Vous n'avez pas besoin d'un trempage lourd, juste de quoi s'assurer que le sol ne se dessèche jamais complètement. Après la germination, ce besoin diminue et votre arrosage peut passer à un rythme plus régulier. À mesure que les plantules commencent à apparaître, l'une des étapes les plus cruciales, et pourtant souvent négligée, est l'éclaircissage. C'est souvent difficile pour les jardiniers, surtout ceux qui préfèrent ne pas enlever de plantes saines. Mais les carottes doivent avoir de l'espace. Éclaircissez-les tôt pendant qu'elles sont encore petites, en laissant à chaque plante 5 à 8 cm de place. Cela évite le surpeuplement, qui peut causer des torsions et une croissance atrophiée plus tard. Considérez l'éclaircissage comme un acte de bonté, permettant aux plantules les plus fortes de bien pousser au lieu de les forcer à entrer en compétition. Une autre clé du succès réside dans le fait d'éviter les engrais riches en azote. Bien que l'azote soit essentiel pour les légumes-feuilles, il encourage les cultures de racines à développer un feuillage excessif au détriment de la racine elle-même. Pire encore, cela peut stimuler les ramifications, les fentes et les formes déformées. Privilégiez un compost bien décomposé plutôt que du fumier frais, et faites confiance au sol pour nourrir la plante de manière constante plutôt qu'agressive. Enfin, choisissez des variétés qui complètent naturellement votre sol et vos conditions de culture. La Danvers 126 est merveilleusement indulgente et se comporte bien dans les sols plus lourds. Les variétés Chantenay prospèrent même là où la terre est dense ou peu profonde. Les carottes Marché de Paris sont rondes et charmantes, parfaites pour les jardins en bac ou les plates-bandes surélevées avec une profondeur limitée. La variété Oxheart produit des racines robustes et larges qui tolèrent mieux que la plupart des sols difficiles. En combinant toutes ces étapes, préparation profonde et douce, semis en surface, humidité initiale constante, éclaircissage opportun, évitement soigneux des pics d'azote et sélection intelligente des variétés, vous créez un système de culture calme, gérable et incroyablement gratifiant. C'est une façon de jardiner qui honore à la fois les besoins de la plante et le rythme du jardinier. Avec cette approche, vous ne courez plus après des mythes ou des astuces miracles. Au lieu de cela, vous gagnez en confiance grâce à la compréhension
Et dans cette compréhension, vous découvrirez que des récoltes de carottes abondantes et sans effort ne sont pas un secret du tout. Elles sont simplement le beau résultat de quelques gestes essentiels accomplis avec calme et constance dès le tout début. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage, il devient clair que l'essence du jardinage n'a jamais consisté à courir après des secrets antiques ou à découvrir des rituels oubliés. L'attrait d'un mythe peut certes éveiller la curiosité, et parfois, cette curiosité nous mène vers de réelles découvertes. Pourtant, quand nous y regardons de plus près, nous constatons que les connaissances les plus puissantes sont rarement enveloppées de mystères. Elles reposent tranquillement dans le sol, attendant que nous les comprenions. Toutes les méthodes anciennes ne sont pas exactes, et toutes les légendes d'Internet ne portent pas la vérité. Mais presque chaque mythe contient une leçon cachée, quelque chose qui nous oriente vers une compréhension plus profonde de la façon dont les plantes poussent, dont le sol se comporte et dont la nature répond aux conditions que nous créons. En ce sens, même une histoire erronée peut nous guider vers la sagesse si nous acceptons de regarder sous sa surface. Ce que cette exploration nous a montré, c'est que le bon jardinage n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il n'a pas besoin d'être ancien ou exotique. Il ne nous oblige pas à prétendre que les Romains possédaient des techniques qu'ils n'ont jamais écrites ou des outils qu'ils n'ont jamais utilisés. Le bon jardinage nous demande de ralentir, de prêter attention et d'écouter ce que la plante elle-même demande. Les carottes n'ont pas besoin de miracles, elles ont besoin d'espace, de souplesse et d'un début tout en douceur. Elles ont besoin que nous préparions le sol avec réflexion, que nous plantions avec soin, puis que nous prenions du recul pour que la nature puisse avancer à son propre rythme régulier. Cette approche n'est pas bâtie sur la mythologie, elle est bâtie sur la compréhension, et c'est ce qui la rend si puissante. Pour notre communauté de jardiniers chevronnés, cette philosophie a un sens tout particulier. Beaucoup d'entre nous ont passé une vie entière à apprendre que les méthodes les plus simples sont souvent les meilleures. Nous savons que la patience porte ses fruits, que la constance tranquille surpasse la précipitation, et que la relation entre le jardinier et le sol en est une de partenariat, pas de contrôle. Quand nous jardinons de cette manière, avec intention et respect, la récolte reflète ce soin. Ainsi, alors que vous retournez à votre jardin, qu'il s'agisse d'une parcelle derrière votre maison, d'un bac surélevé sur votre terrasse ou de quelques conteneurs près de votre fenêtre, j'espère que vous emporterez avec vous la clarté que nous avons mise au jour aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'une tranchée romaine ou d'une méthode oubliée pour faire pousser des carottes fortes et magnifiques. Vous avez juste besoin de donner à la plante ce dont elle a toujours eu besoin. La véritable méthode perdue n'est pas romaine. C'est la patience, la préparation et le fait de laisser la nature faire le travail. Si cette exploration a changé votre regard sur les humbles racines de votre jardin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à déterrer l'histoire et la science que d'autres pourraient tenter d'enfouir. Cultivons un avenir fondé sur la vérité et la sagesse. Notre prochain trésor de jardinage sera révélé très bientôt.